Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de tarot. Donc sans surprise, hein, vous avez le titre en présentation de vidéo, donc on va y aller directement. Je vais chercher ma boîte, attendez. Bien sûr, je n'ai pas préparé, hein, je n'ai pas vraiment préparé. Voilà. Alors, présentation aujourd'hui du tarot du nouveau départ. Alors, j'ai plein de choses à vous dire sur ce tarot. Je vais essayer de rester sur le droit chemin. Pas commencer à m'éparpiller à droite à gauche, sinon ça va être le bazar, vous me connaissez. On va essayer de tracer droit. Alors, ce jeu déjà, ce tarot, il me tentait depuis bien longtemps, puisqu'il était sorti en anglais sous le nom du chapter tarot. Voilà, mais je sais pas pourquoi, il était dans ma wishlist. Mais comme souvent, ça arrive, tous les jeux lui passaient devant et lui il restait comme ça, il était recalé au second plan à chaque fois. Et je ne sais pas pourquoi, parce que c'était vraiment, j'étais très attirée par ce jeu. Vous allez voir, par les couleurs, par tout ça, enfin, par toute son originalité aussi. Et j'ai un proche qui me l'a gentiment offert il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant. J'ai attendu un peu de le ressentir un minimum quand même avant de vous en parler. Donc je remercie ce proche, voilà, parce que je l'ai enfin en ma possession et ça me fait énormément plaisir. Alors, on va commencer déjà par la boîte qui est une boîte vraiment de bonne qualité, hein, franchement, avec de très belles couleurs. C'est aussi un petit peu ce qui m'a fait craquer avec ce jeu, c'est vraiment toutes les couleurs qui sont représentées, ça va du sombre au plus gai, enfin, il y a de très belles couleurs. C'est un jeu qui est très très vibrant. Voilà, c'est comme ça que je vais le définir. Il est vibrant. Vous allez voir, je vais vous passer les cartes, hein, une par une. Vous allez voir, on va voir ça ensemble. Hop, des encoches. Donc ça, c'est toujours bien sympathique. Et voilà l'intérieur. J'ai encore les petits machins là. L'intérieur de la carte. Voilà. Bon, vous savez, moi, je reste pas des heures sur une boîte, mais voilà, c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne cam. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'on y trouve? Un livret, donc un livret bien fait, en couleur, avec un avant-propos de Michel Polak, et ça je crois que c'est vraiment sympa, parce que on connaît quand même Michel Polak, c'est une pointure du tarot, hein, voilà, et puis quelques explications sur l'auteur, etc. On a également quelques petits tirages. Donc c'est toujours sympa d'avoir des tirages ciblés, qui sont en rapport avec le jeu. Et puis ensuite, on va avoir la signification des majeurs. Donc c'est en une explication, une page. Par contre, là où ça se gâte, c'est pour les mineurs. Là, on n'a plus d'image. Et vous voyez, par exemple, on va avoir 3-4 significations sur une seule page. Donc c'est très restreint. Mais bon, il a le mérite d'être là, ce petit livret, il est en couleur, et puis ça peut un petit peu nous aider déjà à... Bon, on a une petite présentation de l'auteur, tout ça, voilà. Moi, je dis que c'est bien de l'avoir, même si on n'apprend pas grand-chose, malheureusement. Alors moi, j'ai des petites frustrations quand même par rapport à ça. C'est que, vous connaissez, moi j'adore tout ce qui est symbole, tout ce qui quand il y a besoin de déchiffrer, d'observer, de chercher, je suis là, hein, vous savez, enfin vous connaissez mon amour pour l'oracle de Marseille, qui est pour moi une pépite, voilà. Et bon, là, c'est vrai que je suis un peu frustrée parce que on n'a pas vraiment d'explication sur les symboles qu'a utilisé l'auteur. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, à moi de chercher. Hein. Alors, voilà le jeu. Alors, le jeu, franchement, de bonne qualité. Un dos qui n'est pas réversible, mais j'ai envie de dire qu'il n'a pas raison de l'être. Voilà. Bon, on dirait pas plus là-dessus. Mais un dos qui n'est pas réversible, mais qui est quand même super beau. Donc on a un hibou et on a une grue. Je trouve que c'est vraiment chouette. Sans jeu de mots là, franchement, c'est sorti tout seul, désolé. Et bon, sur fond noir, j'aime beaucoup aussi.
On sait que les fonds noirs, en général, ça reste pas en super bon état bien longtemps. Hein, ça va, je le sais, voilà, je le sais, donc pas de problème, je m'y attends. On va avoir voilà des petits problèmes autour des cartes. Honnêtement, bon moi ça ne me gêne pas du tout. J'aime les cartes quand elles vieillissent, quand elles patinent, quand elles ont de la vie, donc c'est bon, pas de problème pour ça. Alors, on est sur du papier cartonné, mat, de bonne qualité, assez épaisse. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que ce sont des cartes très très agréables, qu'on tient bien en main. Alors c'est pas non plus, vous savez, c'est pas une patinoire, hein, on fait comme ça, on sent que ça se tient, ça part pas dans tous les sens, donc ça accroche bien, et en même temps il est assez, bon, il est assez facile à manipuler. Donc franchement les cartes, j'aime beaucoup. Je me tâte pour faire le contour noir, pour pouvoir aller avec le dos. Le seul bémol, c'est que ben malheureusement, voilà, quand on est de ce côté-là, on a enfin, tout le contour est blanc. Et j'ai un peu peur que ça bave. Voilà, j'ai un peu peur, vous voyez, quand je fais comme ça, que ça soit... que le noir bave sur le blanc. Je me tâte, je sais pas trop. Je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Alors, je vais commencer. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai tout mis dans l'ordre. J'ai tout mis. Toutes les cartes sont dans l'ordre, donc ça va être beaucoup plus simple pour vous, pour moi. Le tarot est assez complexe quand même. Vous allez voir, on va parler de lui, tout ça, tranquille. C'est pour ça que j'ai préféré de vous mettre tout dans l'ordre, parce que si je vous présente ça dans le désordre, je vais complètement me perdre. Donc, on va faire ça dans l'ordre. Bon, je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, on va commencer par le fou. Alors, cette carte, je voulais la mettre en dernier. Et puis, finalement, non. Voilà, je voulais la mettre en dernier. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est la dernière carte que Catherine... C'est ça, oui. Catherine Briggs a créé. Voilà. Donc, je voulais vraiment la mettre en dernier pour le petit clin d'œil. Mais finalement, je me suis dit, reste dans l'ordre, sinon tu vas t'en mêler les pinceaux. Donc, ben, on va commencer avec le fou qui est Janus. Voilà. C'est la représentation de Janus. Alors, moi, je suis pas très douée, hein, tout ce qui touche la mythologie. Je suis vraiment une quiche là-dessus. Mais je sais que c'est Janus quand même. Voilà, avec son lapin sur la tête. J'aime beaucoup cette carte. Et puis en même temps, je trouve que d'avoir choisi Janus comme fou, c'est une bonne idée. Pourquoi? Alors c'est parce que tout simplement, Janus, ben, c'est un dieu romain. Et c'est le dieu romain des commencements et des fins. Donc je trouve que c'est vraiment un bon choix pour représenter le fou. Vous savez que, puis en plus, vous voyez, on a, voilà... il a deux visages. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Hop, voilà. Il a deux visages et je trouve que c'est sympa parce que, bon, bah, vous savez que le fou, on peut le mettre en début de jeu, on peut le mettre en fin de jeu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est on a un jeune homme, ici on a un homme plus mature. Donc, on pourrait voir là, tout simplement, notre fou avant son voyage. Et puis, après son voyage, où il a maturé un petit peu tout ce qu'il aura rencontré, appris, vu, etc. Je trouve que, voilà, il y a une cohérence très sympathique comme représentation de Janus pour le fou. Voilà. Hop. Le magicien. Alors là, ça y est, on va commencer à partir... dans le jeu. Alors voilà, le magicien, bon bah ça, il donne la note, hein. Il y a, vous voyez, comme, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais on a beaucoup de symboles, on a de la couleur, il y a beaucoup de choses à déchiffrer. Moi j'avoue que ça fait qu'une semaine que j'ai le jeu, j'ai pas encore vraiment tout bien regardé, mais ça me plaît bien. Et puis, un truc aussi qui me plaît bien, que je retrouve sur plusieurs cartes. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment mon propre avis, hein, mais on va peut-être pas le partager, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez japonisant sur certaines cartes. Vous allez voir. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, je ne sais pas,
Je pense que on a Athéna, on a... ça c'est pareil, c'est comment elle s'appelle? Euh, Zut. Wata, quelque chose comme ça, qui est une divinité aquatique. C'est tout de tête, donc voilà, je vous donne ce genre d'infos là. Après, à vous de vérifier, mais et puis ça, dans mes recherches, j'ai cru voir qu'on était avec Kali, mais là, j'en suis vraiment pas certaine. Bon, enfin bref. On a l'impératrice, très belle. Alors voilà. Par contre, un des reproches dans la version française, pour ceux qui ont la version anglaise, vous allez le remarquer, je pense, à la caméra, c'est que je trouve les cartes, les couleurs trop foncées. Et de ce fait, moins éclatantes, voilà. Que dans la version anglaise, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus claires, plus lumineuses. Et je trouve que voilà, dans la version française, c'est très sombre, très foncé. Par exemple, là, vous voyez, le violet, il est vraiment foncé. Encore là, c'est pas trop gênant, mais il y a des cartes, vous allez voir, où c'est un petit peu difficile de voir les détails parce que c'est trop sombre. Voilà, ça va être le premier reproche de la version française. Pas de la création en elle-même, hein, mais de la version française. On a l'empereur, magnifique. D'ailleurs, voilà, l'empereur et l'impératrice. Donc l'empereur avec le fond ensoleillé et l'impératrice avec le fond de la lune. Là, je trouve que c'est super beau. Le professeur, alors je suis contente d'avoir le professeur. Donc c'est une carte qui est renommée. C'est pas que le pape ou le hiérophante me gêne. Mais je trouve, là, le professeur me parle beaucoup plus. Cette appellation me parle beaucoup plus, voilà. Donc je suis vraiment content, surtout que je crois que c'est la seule qui a été renommée. Après, vous allez voir, il y a une suite, mais elle n'a pas été vraiment renommée, mais je suis contente, voilà, pour ça. Les amoureux, avec, on reconnaît les quatre suites. Le chariot, original. Le chariot, il est original, ça me, je sais pas. Les chevaux, là, avec leur... il faut que je travaille toutes ces cartes-là. Hein. Donc là, on ressent bien aussi le côté égyptien, par exemple. La justice. Très belle carte. Voyez, on voit ses yeux, enfin non, on les voit pas, justement, ils sont cachés par ses cheveux. Vous voyez, il y a vraiment plein de symboles. Voilà. L'ermite. On en parle, il est magnifique. Cet ermite qui se confond avec la pierre de la montagne, c'est super beau. Mais encore une fois, peut-être un peu trop foncé. Mais vraiment très très beau. On peut travailler énormément de choses avec ce jeu. On peut travailler, je trouve, beaucoup sur... on peut faire de la méditation. On peut travailler la conscience de soi, tout ce qui est en rapport avec l'émotionnel, parce que, bon, je vous ai pas vraiment raconté l'histoire de ce jeu, mais en fait, il est issu d'une séparation qu'a vécu l'auteur par rapport à son couple. Voilà, je cherchais mon mot. Par rapport à son couple, alors c'est vrai qu'elle a immigré en Écosse, elle vivait aux États-Unis, et puis suite à cette rupture qui a été visiblement très 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 douloureuse, parce qu'elle s'était vraiment adaptée à sa vie en Écosse. Hein. Elle avait son travail, elle avait ses amis, elle avait son mari, elle avait sa maison. Tout était vraiment très bien ancré et installé. Et puis, un beau jour, voilà, comme malheureusement ça peut arriver dans beaucoup de couples, ça a été une séparation, une rupture assez douloureuse. Et de là est né ce jeu. C'est-à-dire que l'auteur a commencé, justement, voilà, j'ai la roue de fortune en main. Et ça a été une des premières cartes
de Catherine. Voilà, elle a créé cette carte. Et quand on regarde, c'est quand même une carte, je trouve, hein, après il faut vraiment s'attarder sur tous les petits détails, mais c'est quand même une carte lourde de sens. Et puis c'est la roue de fortune. Voilà. Donc bah, tout a commencé avec ça. Et puis après, vous allez voir de fil en aiguille. On va voir des petites touches comme ça qu'elle explique. Alors, elle n'explique pas tout. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé savoir beaucoup plus de choses à ce niveau-là, mais en même temps, je trouve que ça reste dans le domaine du privé. C'est sa vie, c'est bien. Elle nous offre ce beau tarot, hein, avec quelques petites explications de cartes ici et là, mais très léger. Mais on va pas aller en profondeur dans ses émotions, dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle a subi, dans sa douleur, dans, dans tout ça. On va pas rentrer vraiment à fond là-dedans, en tout cas elle ne l'explique pas. Et ça peut se comprendre aussi dans le sens où c'est à nous de nous approprier aussi ce jeu et de retrouver nos propres émotions, nos propres sentiments. Et puis aussi, je pense, si par exemple, voilà, on est à un moment de notre vie où il y a quelque chose qui va plus bien, ou tout simplement où on se sent perdu, j'ai la sensation que ce jeu-là peut énormément nous aider pour à nouveau nous enraciner. Voilà. Où on va rechercher vraiment l'introspection, la méditation. Voilà. Un oracle qui peut nous amener vers quelque chose de plus facile à vivre. Voilà, attendez, je m'installe. Donc la roue de fortune qui a été, alors vous voyez la roue de fortune, la première carte, et Janus dans le fou qui a été la dernière carte. Et entre-temps, eh ben voilà, on va cheminer vers tout ce parcours. La force justement, ça elle en parle, c'est, alors j'ai tout de tête, hein, je vais essayer vraiment de ne pas me mélanger, mais ça me fait peur. La force, si je me rappelle bien, c'est une amie qu'elle n'avait pas vue depuis 20 ans, qu'elle a retrouvée quand elle est repartie dans son pays d'origine, hein, quand elle est repartie aux États-Unis. Elle a retrouvé cette amie qui, je crois, avait vécu à peu près des choses similaires. Mais voilà, après 20 ans d'absence, elles se sont retrouvées. On a le pendu. Le pendu qui... vous voyez, c'est sombre. C'est ça le problème. Alors déjà, les cartes ne sont pas très grandes. C'est des cartes assez pratiques, hein, pour les petites mains. Franchement, c'est idéal. Mais par contre, je trouve qu'au niveau du visuel, c'est un peu trop petit. Et puis alors là, c'est un peu trop foncé. Du coup, on voit même pas très bien l'expression du fou, n'importe quoi, du pendu. Et c'est dommage parce que le pendu a l'air... il a l'air d'être un peu en stagnation, un peu en attente, en réflexion. Voilà. La mort. La tempérance. Alors, on va croiser des personnes qu'elle a connues ou qui ont croisé sa vie, hein, surtout au moment où elle était en Écosse. Je pense que cette carte-là en fait partie. Ça fait partie de ses amis, justement, qu'elle avait. Alors, le diable. Alors, le diable, il me fait rire parce que au premier coup d'œil, quand je l'ai regardé comme ça rapidement, j'ai eu l'impression qu'il me faisait un doigt d'honneur. Voilà, je me suis dit, ah bah, charmant, mais c'est la première impression que ça m'a donné. Bon, après, en regardant mieux, hein, je me suis aperçu qu'il faisait ce signe, un peu le signe que fait aussi le hiérophante, hein, comme, voilà. Mais c'est vrai qu'au premier abord, comme ça, je me suis dit, super, le diable, voilà. Mais en y regardant mieux, en essayant voilà, de se fondre dans la carte, on s'aperçoit bien sûr que ce n'est pas le cas. La Maison Dieu, alors Maison Dieu, c'est marrant parce que pour moi c'est une appellation du Marseille. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans ce tarot, alors il y a des choses comme ça qui vont revenir, hein, petit à petit, c'est que c'est vraiment un tarot hybride où on a une structure de Rider-Waite-Smith
qui vient se mélanger au tot de Crowley. Voilà, et on le remarque peut-être pas trop forcément dans les majeurs, mais vous allez voir que dans les mineurs, on sent qu'il y a du tot. Bon, bah voilà, même avec les toiles, voilà, hein, dans ces... voilà, de par bah, certaines figures géométriques, et puis on a l'impression aussi de retrouver comme ça un peu des... ça fait un petit peu comme si... comme des vitraux, voilà. Je vous livre vraiment le ressenti que j'ai sur le moment, là. C'est vraiment avec mon cœur que je parle. Donc, bon, après, avec du recul, j'aurais peut-être pas la même vision des choses. Mais là, au bout d'une semaine de jeu, enfin d'acquisition de ce jeu, c'est comme ça que je ressens les choses. Là, on a la Lune. Alors, on a deux déesses qui sont ici aussi. Elles ont des noms, je ne sais plus lesquels, mais bon, voilà, ça fait partie aussi du folklore. Donc le soleil, très très tot, et très lumineux surtout, mais pas autant que la version anglaise. Ça, franchement, ça me désole un peu. Le jugement, qui, comme vous pouvez le voir, est très très différent du Rider, Waite Smith. L'univers, donc là, rien que l'appellation, c'est quand même une note tot assez présente. Mais j'aime beaucoup cette carte de l'univers. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'elle est très parlante. Entre, vous voyez, l'enracinement vers le bas et l'attirance qu'on a vers le haut. C'est... Alors ça, c'est une de mes... j'allais dire une de mes coupes préférées. Mais c'est une de mes cartes préférées, l'as de coupe. Voilà. Alors, dans chaque as... on peut remarquer qu'on va avoir des petites références astrologiques avec des signes qui sont en corrélation avec, avec la suite. Donc là, ça va être des signes d'eau, bien sûr. Le 2 de coupe, très intéressant. Mais là, par contre, on retrouve un petit peu le 2 de coupe du Rider-Waite-Smith. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe, magnifique, avec ce lapin au centre. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe, je reconnais que le 6 de coupe, j'ai eu un petit peu de mal. Je pense que c'est une carte qu'il va falloir que je travaille un peu plus en profondeur, mais j'ai du mal à m'y retrouver. Voilà, mais ça va venir. Le 7 de coupe, j'ai eu du mal aussi, mais bon, vous voyez, on a un personnage qui est tranquille, ici, allongé, et puis on a cette connexion qui se fait entre toutes les coupes. Voilà, il y a des choses encore à travailler. C'est vraiment un jeu de réflexion. C'est un jeu, vous prenez une carte, vous vous mettez devant, et vous allez vous laisser porter par ce que vous voyez, par les messages que vous allez recevoir. C'est vraiment, voilà, entre la réflexion, la méditation, l'introspection, c'est vraiment un tarot très très intéressant. Et je pense que plus on le travaille, décidément, plus on le travaille, plus on apprend de lui, et plus il est puissant. Hein. Regardez-moi le 8 de coupe, c'est une carte qui est tellement belle, et je pense qu'il est tellement parlante. Voilà. Au niveau des émotions de l'auteur, on se dit c'est à ce moment-là qu'elle a dû prendre la décision de partir. Le 9 de coupe, hop, voilà. Je suis pas bien installé. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Alors, bon, voilà ma deuxième déception. Elle est là. Elle est avec le prince de coupe. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que dans l'original, donc dans l'appellation, enfin dans la version anglaise, cette carte-là est intitulée Princesse de coupe. Je ne pense pas dire de bêtises, mais de ce que j'ai vu passer, c'est Princesse de coupe.
Le problème, c'est que quand les éditions ont réédité ce tarot en français, ils ont considéré le fait que le personnage avait de la barbe, donc princesse de coupe devait être une erreur. Alors eux, ils ont rectifié et ils ont mis prince de coupe. Moi, je le vois comme ça. Hein. Dites-moi si vous en savez plus en commentaire. Mais du coup, la carte qui d'origine est princesse de coupe, même avec un personnage barbu, aurait dû rester princesse de coupe en français. Voilà. Et je suis déçue de cette rectification. Je suis déçue qu'on ait mis prince de coupe sous prétexte que le personnage a une barbe. C'est un peu dommage. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur de la version française. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette liberté de changer en pensant sûrement rectifier une erreur. Mais bon, ça me gêne vraiment. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le deuxième critère. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Ça n'a rien à voir directement avec le jeu, ni avec ce qu'a créé l'auteur. Mais voilà, c'est au niveau de la traduction. Voilà, c'est ça. C'est au niveau de la traduction. Ils ont pensé que c'était mieux de mettre le prince de coupe sur cette carte. Donc, dommage vraiment. De toute façon, je pense que je vais continuer à le travailler là avec la version française. Pour l'instant, j'ai que ça. Mais je pense qu'avec le temps, si vraiment j'arrive à avoir de liens très solides avec ce jeu, le prendre également en anglais. Voilà. Donc là, vous voyez, on a la cavalière de coupe. Alors, la cavalière de coupe, il faut savoir que l'auteur s'est retrouvée dans cette coupe-là. C'est-à-dire que c'est qu'elle s'est mise en cavalière de coupe. Voilà, donc c'est l'auteur qui est reproduit ici, et avec l'armure de Jeanne d'Arc, et je trouve que c'est très symbolique aussi, qu'avec toutes les souffrances, toutes les douleurs que l'auteur a dû subir, je suis contente. Je suis désolée, ma fenêtre est ouverte, donc c'est voilà. Et j'habite en face d'un grand magasin, donc ça c'est la livraison. J'espère que vous allez bien entendre quand même et que ça ne va pas être trop gênant. Donc la cavalière de coupe. Alors ce qui est bien dans ce tarot également, c'est que les cartes les cartes de cour qui sont étiquetées, vous allez voir roi, reine, chevalier, princesse, ne sont pas particulièrement sexuées. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui vont apparaître comme des chevaliers, comme des cavaliers plutôt, et puis vous allez avoir des hommes qui vont apparaître comme des princesses, comme la princesse des coupes. La princesse des coupes, alors là c'est cavalier, la princesse des coupes, attendez. Ouais, voilà, on en est là. Hein. La princesse des coupes, mais qui est devenue malheureusement prince des coupes. Donc ce jeu met vraiment également un point d'honneur à inclure tout type de corps, d'ethnie, enfin bon, c'est très varié. Et ça j'aime bien. Dommage pour cette grosse erreur de la traduction en français, pardon. Moi j'arrive même plus à parler français. Alors, la cavalière de coupe, donc là on retrouve justement notre auteur. La reine de coupe, regardez comme c'est sombre. Je suis sûre, j'ai pas la carte de la version anglaise en tête, mais je suis sûre que ce n'est pas si sombre. On voit moi j'aperçois à peine la tête du personnage. C'est vraiment dommage, ça, vraiment. Donc le roi de coupe. Le roi de coupe qui, pour l'auteur, est son nouveau compagnon. Parce que bien sûr, ce jeu, c'est tout un cheminement de vie. Et là, à ce niveau-là, Catherine avait retrouvé un nouveau compagnon. Voilà. Là, donc là, on est sur la suite des bâtons qui a été renommée Baguette Magique. Voilà, pour ce côté un petit peu
un petit peu magique qu'elle a voulu mettre dans le jeu. Alors dans ce jeu, on y retrouve l'astrologie, la magie, l'alchimie également. Il y a beaucoup de choses. Donc place de baguette magique. On retrouve aussi les chakras. Et on va retrouver aussi des références aux plantes médicinales. Si on regarde, bon, on a dû en passer, j'ai oublié de le préciser, mais on va aussi justement retrouver ces références-là. Donc le 2 de baguette magique. Le 3, alors vous voyez, le 3, pour moi, il y a une petite... ça me fait penser au soleil rouge du Japon, même si là, ça paraît un petit peu orangé. Mais il y a ce côté un peu... voilà. En plus, moi, c'est une carte qui me parle beaucoup. Déjà, bah, vous savez que moi, le 2 et le 3 de bâton sont mes cartes préférées dans le tarot. Et avec ça, là, ça a beaucoup de sens pour moi. Donc le 4... Bon, là, on reconnaît bien la structure du rider. J'aime beaucoup le 5 de baguette magique aussi. Là, on a un côté révolution avec la fossile et la roue, les mains tendues en avant, comme ça. Je trouve que c'est très bien vu. Et puis bon, voilà, ce côté révolution, c'est aussi dénoncer les inégalités. Donc, ça a beaucoup de sens, je trouve, pour le jeu. Le 6 de baguette magique, je vais dire 6 de bâton. Le 7. J'adore celle-là aussi, ça fait partie de mes cartes préférées. Le 8 de baguette, alors merci, parce que enfin un 8 qui change des traditionnels bâtons qui traversent le ciel à droite, à gauche... vers le haut ou vers le bas, mais c'est toujours en général la même représentation. Et là, on a vraiment quelque chose qui change. Ce 8 de baguette magique, je le trouve magnifique, déjà parce qu'on ressent vraiment la puissance, la détermination de l'envoi. Hein. Voilà, j'aime beaucoup cette carte-là. Alors voilà une autre carte qui, pour moi, est très japonisante. Ah, le 9 de baguette, le 9 de bâton. Le 10. C'est très sombre également, donc comme ça, vous voyez, si on regarde comme ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, c'est pas... Franchement, là, non. Ça va. Les couleurs, je suis un peu déçue pour certaines cartes. Je ne sais pas comment mettre, je suis désolée, j'arrête pas de gigoter. Donc la princesse de baguette magique, le cavalier, tout feu tout flamme, là, on sent vraiment l'énergie brûlante, la reine de baguette, le roi de baguette, elle est belle celle-là, avec le lion derrière, l'as de disque. Là, c'est pareil, hein, on a vraiment beaucoup de rappels du tot. Alors, celle-là, le 2 de disque, je crois que c'est la toute première carte que j'ai voulu un petit peu travailler parce que j'avais du mal à la comprendre. Voilà. Déjà, qu'est-ce que je vois sur cette carte? Je vois... alors, avant, je voyais une noix et puis une espèce de prune ou je ne sais quoi qui était ici. Après réflexion et des recherches, je me suis aperçu que non, ça restait quand même des noix, que ça soit ici ou ici, sauf qu'on est à un certain stade de maturité, c'est-à-dire que on a la noix qui commence à germer, alors... je pense que c'est celle-là, c'est pas encore très au point tout ça. Et puis on a l'autre qui va commencer vraiment à pourrir quelque part. Donc dans cette carte, en plus vous voyez, alors ce qui est marrant, c'est qu'on a du rouge, oh non il est là, pardon, du rouge, du bleu, et on a du violet. Et tout ça c'est sur un fond de lune, attention, fond de lune croissante et décroissante. Donc
là, on a vraiment une notion de d'équilibre, déjà, de trouver un équilibre, et de mort et de renaissance. J'en suis à ce stade hein, de travailler avec cette carte, mais déjà, j'ai commencé à capter tous ces petits éléments qui ont du sens de toute façon, parce que le 2 de disque, c'est aussi retrouver un certain équilibre. Et je pense que c'est un peu ça que la carte nous renvoie. Mais bon, il y a encore du travail. Mais vous voyez, c'est pour dire, en fait, c'est vrai que ce jeu, il est peut-être pas vraiment pour les débutants. C'est-à-dire que si vous commencez le tarot, je vous conseillerais pas celui-là en premier. C'est plutôt un jeu pour les intermédiaires déjà. Mais débutants, c'est pas évident. Je reconnais que, bon, voilà. Si on veut en tirer vraiment tout le potentiel... c'est pas facile. Donc, le 3 de disque. Après, voilà, hein, si vous avez envie, si vous avez jamais touché de tarot de votre vie et que vous avez envie de vous attaquer à celui-là, mais vous avez raison. Ça va, mais ça va être avec beaucoup plus de travail. Après, bon, si on n'a pas peur de se lancer, pourquoi pas. Le 4 de disque. Le 5 de disque, qui est une carte quand même assez forte. Le 6 de disque. Alors, le 6 de disque, ça, c'est pareil. Bon, on le voit un peu noté partout. C'est vraiment, j'ai presque envie de dire la carte de référence. Mais c'est vrai que l'auteur, quand elle est rentrée après tout... voilà, tout ce qui s'est passé, cette rupture, etc. Elle s'est retrouvée aux États-Unis bien seule parce que bon, elle avait sa famille, mais elle était partie depuis plus de 20 ans, donc forcément, les gens qu'elle a connus ont fait leur vie, sont partis à droite à gauche, etc. Donc elle n'avait plus grand monde. Et en fait, elle a adopté un petit chat, voilà. Et je me disais, mais je comprends pas le sens en fait. Je me disais, le 6 de disque, je ne voyais pas le sens de la carte. Après, quand j'ai connu l'histoire du chat, justement, ce petit chat qui va l'aider à s'enraciner, à s'ancrer à nouveau dans son pays, et puis l'amour qu'elle va en fait échanger avec cet animal, et puis de se retrouver tout simplement. Tout doucement, moi-même j'ai fait un cheminement avec ça, et j'ai beaucoup mieux compris le sens de cette carte. Voilà. Le 7 de disque, qui est une très très belle carte aussi, où il y a beaucoup de choses à dire. J'en suis déjà à 40 minutes, donc je ne vais pas trop m'attarder non plus sur les petits détails. Le 8 de disque, magnifique, voilà, je trouve que là, on rejoint vraiment le rider. Et vous voyez, je vous parlais de vitraux tout à l'heure avec les couleurs, voilà. Le 9 de disque, magnifique carte aussi. Celle-là, 10 de disque, Et vous voyez, les plantes, les fleurs qu'on retrouve un peu ici et là. Le prince de disque. La cavalière de disque. Voilà. La reine de disque. Là, vous voyez, c'est pareil. On retrouve, je ne sais pas trop ce que c'est comme plante, mais peut-être du lierre. Et regardez comme c'est magnifique. Et on a le roi. Et là, on est dans la suite de terre. Et on sent bien cet enracinement à la terre. J'aime bien. L'as d'épée. Magnifique 2 d'épée. Le 2 d'épée, franchement, c'est une magnifique carte parce que je trouve qu'elle est très bien représentée avec ces deux chemins. Donc on est vraiment dans partager entre deux choses. Il y a une décision à prendre, mais en même temps, on a ce blocage comme ça au centre, comme si on était dans l'incapacité de prendre une décision. Plus tout ce qu'on peut retrouver en haut, les petits oiseaux et tout ça. Très très belle carte. Et je ne vous parle même pas des couleurs. Là, c'est très vibrant. Le 3 d'épée. 3 d'épée qui change aussi beaucoup des 3 d'épée qu'on a l'habitude de voir souvent dans les tarots. Je dis bien les tarots parce que le 3 d'épée, c'est comme le 8 de bâton. C'est vraiment des cartes qui ont du mal un peu à changer
d'illustration. Voilà. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Là, c'est une carte assez forte aussi, je trouve. Ah bah, je vous parle pas du 6, c'est pas mal non plus. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée, donc là on est en référence, hein, c'est une référence à la douleur du dieu Odin, hein, avec, on aperçoit le corbeau derrière, enfin bon, ça c'est pareil, il faut voir un peu toute l'histoire à côté de ça. Le 9 d'épée, elle est bien parlante aussi, je m'attarde pas trop, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure presque, hein, voilà. Le 10 d'épée, alors le 10 d'épée, dommage qu'elle soit si sombre, encore une fois, mais j'aime beaucoup cette représentation du 10 d'épée, pardon, où on voit vraiment ces 10 d'épée qui sont en train de transpercer un 9, et c'est incroyable en même temps, ce côté serein du monsieur, enfin, il y a des choses à creuser. La princesse d'épée, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, vous voyez, c'est tellement noir qu'on voit pas trop où il regarde, mais bon, en se rapprochant, on voit qu'il regarde derrière lui. La reine d'épée, qui pour l'auteur est vraiment importante, dans le sens où cette carte représente une des seules amies qu'elle a retrouvées quand elle est repartie aux États-Unis. Et comme elle le dit si bien dans le livre, ou je ne sais plus où j'ai vu ça, où justement c'est l'épaule, hein, qui l'a, voilà, qui était là pour pleurer en fait. Voilà. Le roi d'épée. Et dans ce jeu, nous n'avons pas 78 cartes, mais 80 cartes, puisqu'on a 2 cartes supplémentaires. Donc l'invocation et la gratitude. Moi, contrairement à beaucoup de personnes, je reconnais que j'aime bien les cartes en plus. Je leur trouve toujours une utilité. Voilà. En général, je les laisse dans le jeu et je leur trouve toujours un moyen de s'exprimer lors d'un tirage, donc je les garde et je suis contente en plus que ça soit l'invocation et la gratitude. L'invocation, je pense que c'est une carte qui me servira sûrement pour certains rituels. Et puis la gratitude peut-être plus pour des tirages de méditation, de réflexion, de retour à soi-même. Enfin bon, je trouverai forcément une utilité à ces 2 cartes. Donc voilà, je vous ai présenté, on est à 45 minutes, j'ai battu tous les records, j'ai l'impression que tout le monde est parti dormir, ou s'est endormi devant la vidéo, je suis désolée. En tout cas, voilà, moi c'est un tarot qui me parle beaucoup, et plus je le travaille, ben, c'est un peu logique en même temps, plus je me sens attirée par lui, et plus je ressens des choses qui me parlent. Voilà, bon c'est vrai qu'il y a des cartes, vous avez pu le voir, qui sont pas toujours très... ça saute pas forcément aux yeux. Mais c'est encore plus intéressant parce que justement, en travaillant certaines cartes, on arrive à rentrer au cœur du sujet et puis on va se l'approprier vraiment. Et puis bon, bah, en même temps, c'est propre à chacun, hein. Moi, il y a des cartes qui vont me parler d'une certaine façon, qui vont vous parler autrement. Voilà, enfin franchement j'aime beaucoup ce jeu et puis ce tarot, et bon bah maintenant il me reste plus qu'à faire l'acquisition de la version anglaise qui à mon avis est beaucoup plus proche de ce qu'a voulu faire passer l'auteur. C'est un petit peu, franchement, la princesse de... Bon, désolé mes amis, mais ça a coupé, plus de batterie, chose qui m'arrive assez rarement quand même, mais là voilà. Bon bah désolé, en tout cas, bon voilà, j'ai tout rechargé. Je sais plus trop ce que j'étais en train de dire, mais en tout cas, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce jeu vous
vous a interpellé, vous a plu, vous a déplu, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Et puis voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Pensez à mettre un petit pouce et puis des commentaires parce que j'adore vous lire, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao!